Bonjour, je suis Frédéric Dubois, hypnothérapeute sur Roanne et Saint-Étienne, et je veux tout vous dire sur l'hypnose. Dans un premier temps, en fait, donc toi, tu es hypnotiseur depuis très longtemps sur Saint-Étienne. Tu as été l'un des premiers à Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises. J'étais pas le premier, mais j'étais un des premiers. Ça fait 17 ans que je suis installé sur Saint-Étienne, moi. Et l'hypnose, en fait, comment ça t'est venu? Comment est-ce que tu as eu la fibre hypnose, toi? L'hypnose, ça m'est vu déjà à l'âge de 14 ans. Je pensais qu'on pouvait modifier le cerveau. Qu'est-ce qui me faisait penser ça? C'est que j'étais un enfant dyslexique. Ouais. Et je sais pas si tu connais les problèmes que peut avoir un enfant dyslexique. Donc, beaucoup de difficultés à l'école. Et notamment des conflits avec mes professeurs parce qu'ils pensaient que je ne faisais rien, que je n'apprenais pas, alors que je bossais énormément, mais je n'arrivais pas à retenir. On avait une étiquette qui était plus feignant, boit rien, ne veut rien faire, que enfant avec une problématique, quoi. Donc ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait modifier le cerveau. Mais à 14 ans, je ne savais pas. T'avais pas les outils, en fait, c'est ça? Exactement. Et comment ils sont venus, tes outils, en fait? Comment tu les as trouvés? En fait, à l'âge de 20 ans, j'ai découvert la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et la matrice de la PNL, c'est l'hypnose. Donc tout doucement, je me suis orienté sur l'hypnose, j'ai découvert l'hypnose et j'ai découvert les schémas qu'on pouvait changer avec l'hypnose, travailler sur soi, évoluer davantage, régler des problèmes, des traumas, travailler sur sa concentration et plein d'autres choses encore, quoi. Comment t'as découvert la PNL? C'est quelqu'un qui te l'a amené ou c'est vraiment une démarche personnelle? Non, c'était pas une démarche personnelle, c'est venu lors d'un stage. Je devais faire un stage en entreprise et à ce moment-là, on m'a permis d'assister à une réunion où il y avait un formateur en PNL et de participer à faire des exercices. Donc là, j'ai assisté et j'ai eu la chance d'assister à ce moment-là à cette démonstration qui m'a mis un peu, je dirais, le pied à l'étrier. Alors justement, une fois que tu as découvert la PNL, je me doute que tu t'es pas tout de suite lancé dans un cabinet, dans de l'hypnose, dans le pratiquer sur des personnes. Il y a eu un Non. moment où tu l'as vraiment fait que sur toi, sur des gens proches? Alors avant tout ça, à l'âge de 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Ouais. J'avais essayé tout un tas de trucs. Les fameux patchs, le Ziban, rien n'y avait fait. Et au bout d'un moment, je me suis retourné vers l'hypnose. J'étais un gros fumeur, je fumais 2 paquets de 25 par jour. Ouais. Et avec l'hypnose, en une séance, j'ai arrêté de fumer. Je suis devenu non-fumeur à ce moment-là. Du coup, ça a marché pour toi, quoi. Là, t'as la preuve que toi, le tabac, c'est l'hypnose. Exactement. Et ça a été, je pense, le déclic pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché à me former. Et j'ai pas arrêté de suivre des formations. Je me suis formé tout d'abord en hypnose ericksonienne. Ouais, la Hein, plus connue, on va dire, au niveau exactement. d'accompagnement de patients. Une fois que j'ai eu mon master en hypnose ericksonienne, je me suis aperçu en clientèle qu'on était assez limité. Ça correspondait pas à tout le monde, ça correspondait pas pour gérer tous les traumas, et ainsi de suite. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me former et m'ouvrir sur d'autres sortes d'hypnose. La traditionnelle, la clinique, l'intégratif et bien d'autres encore. T'es parti loin pour découvrir d'autres outils, d'autres hypnoses, ou t'es resté toujours sur le secteur français? Je suis resté en France, en Suisse, en Belgique. Je suis resté dans les pays francophones. Je suis parti dans d'autres pays, mais plus pour apprendre autre chose, côté énergétique, tout ça. C'est-à-dire que l'hypnose t'a ouvert un esprit, peut-être, non? Que tu n'avais pas? J'avais toujours au fond de moi cette curiosité. Et ça m'a permis d'aller encore plus loin avec l'hypnose. Donc l'hypnose m'a permis de me travailler sur moi, de m'ouvrir à d'autres choses et de construire, ne serait-ce que ma profession aujourd'hui, que j'ai mon cabinet sur Saint-Étienne, sur Roanne, et ça m'a permis de franchir des étapes que j'aurais sûrement pas pu franchir en temps normal. Alors forcément, quand on fait de l'hypnose pour soi, quand on travaille sur soi-même, c'est une chose, mais quand on travaille avec des personnes et pour des personnes, c'est autre chose. Comment tu l'as vécu, justement, le fait du moment où tu t'es installé, où tu as commencé à pratiquer? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de ton métier? Alors quand j'ai commencé en hypnose, j'avais très très peu de clients. Pour commencer, pour me faire connaître, j'avais été contacté par une association pour faire une intervention. J'ai expliqué ce qu'était l'hypnose, que j'en pensais. Suite à ça, j'ai réussi à avoir 2-3 clients. Chose curieuse, c'était pas des clients qui ont assisté à l'information, mais c'est des clients qui ont eu le message par d'autres, donc ils sont venus vers moi. Donc les premiers clients, et puis d'autres sont venus, et ainsi de suite, et ça fait un peu boule de neige. Finalement, c'est le bouche à oreille sur ces métiers. Même aujourd'hui, qui marche beaucoup. Beaucoup de bouche à oreille. Bon, les résultats comptent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence en hypnose. Aujourd'hui, il y a des gens qui forment, qui vont faire un week-end d'hypnose.
et qui se mettent à leur compte derrière, mais on n'a pas les bases en faisant ça. Il faut quand même avoir des bases solides pour pouvoir pratiquer, parce que l'hypnose, ça reste, on travaille avec de l'humain. On peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est important de connaître les schémas. Et ouais, les schémas, donc du coup, il faut une base solide et puis peut-être aussi un petit peu de pratique, parce que du coup, plus on pratique, comme dans tous les métiers, hein, plus on pratique, plus ça devient facile, plus on comprend des choses, non? Tu as tout à fait raison. C'est plus on va pratiquer, plus on va acquérir une expérience et une expertise. Ton point de vue par rapport à ça, comment tu vois cette évolution de ton métier avec la formation rapide et des gens qui peuvent très vite se mettre à leur compte? C'est quelque chose que toi, en tant que personne qui est là depuis longtemps, en fait, hein. Alors, c'est bien si on fait ça un week-end pour se former par curiosité, pour qu'on commence à apprendre, pour dire, bah, ok, j'ai envie de faire ça et d'aller plus loin, de pousser. Mais de faire un week-end et se monter en cabinet, c'est un peu léger. Hein, ça demande une autre structure et d'aller un peu plus loin, quoi. Bah surtout le risque en plus, c'est que si jamais la session se passe mal avec un client quand on est nouveau, ça peut aussi engendrer tout le corps de métier en fait, hein, tous les gens pourraient, ça peut bloquer en fait le travail qui a été fait peut-être en amont. Le problème déjà, si quelqu'un vit une expérience négative avec l'hypnose, on va souvent pas dire que ça vient de telle ou telle personne avec qui on a vécu l'expérience négative. On va mettre ça sur l'hypnose en général. Mais l'hypnose, c'est un outil. Et comme chaque outil, tout dépend comment on va s'en servir. Tout dépend qui est derrière l'outil aussi. Des gens qui le maîtrisent, des gens qui le maîtrisent moins bien. Exactement. Moi, personnellement, si tu me donnes un marteau, franchement, je suis pas doué avec. On est deux, je suis rassuré. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de concret, c'est-à-dire que comment est-ce que l'hypnose peut aider les gens? Sur quelle typologie? Quelles sont les typologies que tu vois peut-être le plus, toi? Alors aujourd'hui, ce que je vois le plus en cabinet, c'est la gestion des émotions. Dans la gestion des émotions, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'estime de soi, la confiance en soi, l'angoisse, le stress, la dépression. C'est le gros bloc aujourd'hui, la raison pour laquelle les gens consultent. Après, le deuxième bloc, ça va être tout ce qui est addiction. Okay. Addiction sucrée, sucre, chocolat, l'addiction à l'alcool, mais l'addiction au tabac et au cannabis. Et moi, j'ai une très forte demande au niveau du tabac et du cannabis. Aujourd'hui, à savoir que sur ces séances-là, c'est des séances qui durent 1h30 à 2 heures, c'est des séances complètes, et j'ai plus de 86% de réussite. Énorme. Comment tu peux expliquer justement ce pourcentage? C'est peut-être aussi la réceptivité de chacun, non? Alors, ou la volonté aussi, parce que si on n'est pas... Faut déjà, lors d'une séance d'hypnose, faut déjà être volontaire. On peut pas demander à quelqu'un de, bah tiens, tu devrais faire ça, t'as pas envie, mais fais-le quand même. Non, faut que la personne ait envie d'arrêter de fumer. C'est très dur d'arrêter de fumer, faut pas se mentir. Le cannabis, je pense que c'est encore plus dur. Bien sûr. Donc, si la personne, au fond d'elle, n'a pas envie d'arrêter de fumer, que ce soit du tabac ou du cannabis, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, si la personne est motivée pour arrêter ça, on va travailler sur ses schémas. Lors d'une séance, moi, je vais lui poser plein de questions sur son vécu. Je veux ce qu'on appelle dans notre jargon une anamnèse. Je veux créer une anamnèse pour savoir son parcours. Et à ce moment-là, je vais trouver les points clés pour pouvoir déverrouiller sa façon de voir, sa façon d'être en relation avec le tabac ou le cannabis, par exemple. Alors justement, c'est super intéressant parce que, sans rentrer trop dans le détail, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne l'hypnose par rapport au cerveau humain, par rapport à l'émotionnel? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, à savoir qu'un état hypnotique, parce que souvent on parle d'hypnose, on confond avec la relaxation ou la méditation. L'hypnose, qu'est-ce qu'il va avoir plus que les autres? L'hypnose, ça passe par un état de transe. Transe légère ou profonde, ça n'a pas d'importance, ça va dépendre par rapport à ce qu'on travaille. Alors contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément des transes comme on peut voir au cinéma où notre corps se met à trembler et tout, parce que des fois, quand on dit ce mot transe, on peut penser à des choses folles. Exactement. Pas du tout. Non, c'est très léger. À savoir qu'un corps humain rentre en transe régulièrement, tout au long d'une journée. Par exemple, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu conduis, tu pars à un point A, tu vas jusqu'à un point B, tu arrives au point B, tu dis tiens, j'ai pas fait gaffe au chemin. Et là, j'étais en état modifié de conscience. Donc j'étais en transe, légère, mais j'étais en transe. Ça arrive aussi beaucoup de la musique, ça en arrive à des fois à oublier le temps. En fait, c'est ça, on oublie le temps ou pour la voiture, on se demande mais ma voiture est conduite. Exactement. Donc ça, c'est de la transe. Exactement, c'est ça la transe. C'est très simple. Et on est tous ouverts à ça. Donc nous, en hypnose, on va appuyer, comme si on appuyait sur un bouton, pour développer et amplifier cette transe. Et après, par des suggestions, c'est là qu'on va amener le travail pour défaire les schémas, pour développer, par exemple, si la personne vient pour un problème de confiance en soi, on va travailler à ce niveau-là. Si la personne vient pour un problème de prise de parole en public, par exemple, on va travailler à ce niveau-là aussi. Donc tout dépend l'état émotionnel de chacun. On va en parler un petit peu, ça, de cette reprogrammation, on va comparer ça à un ordinateur. Mais juste avant, je voudrais qu'on parle un petit peu des showman, de toutes ces personnes qui ont quand même permis
à faire connaître l'hypnose au plus grand nombre, mais en version spectacle et show. C'est quoi la différence entre un showman aujourd'hui en hypnose et toi dans un cabinet? Comme tu dis, hein, les showman sont là pour faire du show. C'est fun, Du c'est spectacle. de l'amusement, on est là pour se détendre. Hein. Souvent, les gens vont au spectacle le soir, c'est pour s'amuser. Hein. Curiosité ou tester aussi des fois. Exactement, aussi parce qu'on a des petites contrariétés en nous, des choses comme ça, quoi. Hein. Donc le showman il est là pour ça. Le showman, lui, lors de son spectacle, parce que ça reste un spectacle, hein, il va choisir les personnes, mais il les choisit pas au hasard. Il va les choisir en faisant certains tests, hein, qui vont voir si la personne est réceptive ou un peu moins réceptive. Un showman, il va pas faire une thérapie. Donc, il est là pour aller droit au but. Donc, il va prendre que les gens qui sont hyper réceptifs. Hein, donc, le tri, il est fait comme ça. Et ils vont travailler sur quelque chose, mais qui reste toujours avec de l'amusement. Hein, on va pas travailler... Situations burlesques, Tout à fait. Le showman, lui, ce qu'il veut, c'est faire rire son auditoire. Donc, et ben voilà, ça va être de l'amusement, des choses comme ça, quoi. Hein. Mais on va pas travailler une phobie, on va pas travailler des choses comme ça. Mais les showman vont plutôt divertir, alors que toi, tu vas agir sur des problèmes de vie ou même des handicaps pour certaines personnes. Alors, un thérapeute, lui, à l'inverse, déjà, il prend tout le monde. Il choisit pas. Hein. Les tests, on les fait aussi. Hein, pour la réceptivité du client, nous, ça permet de voir comment on va travailler avec. Hein. Mais on choisit tout le monde. Et on va travailler, par contre, c'est des séances qui sont individuelles. Et là, on va travailler en profondeur sur améliorer son état, ses peurs, ses angoisses, sa dépression, par exemple, hein, ou si c'est des phobies, la phobie de l'avion, par exemple, hein, au moment de partir en vacances, c'est souvent ça. Hein. Donc voilà, la différence, elle est là. Alors justement, on en a parlé un petit peu dans les showman, c'est ce côté réceptif. En fait, chaque être humain est unique, et ça, on le sait. Et la réceptivité, elle change d'un être humain à l'autre. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Tout le monde, non. Il y a quelques personnes qui sont très difficilement hypnotisables. Mais c'est pas énorme. Moi, en 17 ans de carrière, j'ai pu rencontrer 3 personnes que je n'ai rien pu faire avec. C'était pas possible. Et tu penses que ça vient de quoi? Ça vient vraiment d'un blocage sur eux-mêmes? Parce que comme tu dis, on part tous à un moment ou l'autre un petit peu en transe. Même, je pense, à l'avant sommeil, on a toujours un moment où on se sent un petit peu partir, on peut être encore un petit peu en conscience. On l'a presque tous. Donc tu penses vraiment que c'est les gens qui viennent bloquer? Je pense que c'est des gens qui ont un énorme contrôle des situations. Dans les 3 personnes, il y en a un qui m'expliquait que chaque fois qu'il subissait une intervention chirurgicale, il se réveillait pendant l'anesthésie. Ah oui, c'est comme un contrôle de pas vouloir. Exactement. Alors, c'est sûrement plus fort qu'eux, c'est sûrement inconscient. Hein, vous ferez passer énormément de temps pour les emmener en hypnose, hein, mais c'est des gens qui sont hyper résistants. Ça existe, c'est pas énorme, c'est à peu près 5% de la population. C'est vraiment les showman en fait qui me font un peu venir toutes ces idées qu'on peut avoir sur l'hypnose et les idées un peu négatives du fait que ben mince, on peut me faire ce que je veux contre mon gré. Est-ce que tu penses que c'est réel ou est-ce qu'en fait le corps au bout d'un moment il va mettre une sécurité et il va dire stop là c'est plus possible? C'est bien fait quand même. Le cerveau et le corps sont des bons alliés tous les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est dangereux pour toi, il va y avoir un blocage. Le blocage, c'est quoi? Le cerveau va intervenir et à ce moment-là, il va te faire sortir de cet état par un réveil ou par autre chose. D'accord? S'il n'y a pas de danger pour toi, ben c'est ok, tu vas le faire. Donc il y a le côté danger, il y a le côté voilà mise en danger de sa vie, mais il y a aussi le côté des fois abus. Par exemple, si jamais je disais à quelqu'un ben va commettre un hold-up, va voler, va faire des choses, son corps va s'arrêter aussi. Son corps va s'arrêter. Sauf peut-être s'il est mauvais. C'est toujours pareil. Est-ce que j'ai envie, moi, au fond de moi, voilà. Si je rêvais depuis tout petit, de faire des hold-up, par exemple, et qu'on me propose ça, ben peut-être je vais y aller, quoi. Tu vois, hein, c'est ça. Mais si, pour moi, la loi c'est important, on vole pas son prochain ou des choses dans ce style-là, c'est contre nature pour moi, donc j'y vais pas. Alors je tiens quand même à préciser que là je vais un petit peu loin dans les questions, mais le côté éthique aussi de l'hypnothérapeute ne va pas aller jusque là, il va pas forcer les gens à faire des choses, bien au contraire, il est là pour les aider. Hein. Je voulais quand même remettre ça parce que c'est vrai que c'est une pensée que les gens peuvent avoir de dire non mais moi j'y vais pas parce que j'ai peur qu'on peut pas faire n'importe quoi. Il y a une éthique déjà, et c'est important d'avoir une éthique, hein. Mais c'est vrai que les 2 grosses peurs qu'on voit souvent qui revient chez les gens, hein, c'est la peur de me faire n'importe quoi. Ou la peur de me faire dire n'importe quoi. Ah, d'accord. Hein, c'est ces 2 peurs qui remontent le plus souvent, quoi. Voilà, mais si votre inconscient et si pour vous ce n'est pas faisable,
le corps mettra tout de suite une sécurité. En fait, c'est quoi? C'est une ressortie de l'état de transe, en fait. C'est ça, tout à fait. Hein. Alors on va parler forcément de l'hypnose, mais on va parler aussi de la médecine, parce qu'on le sait aujourd'hui, les lois changent, les lois sont faites aussi pour sécuriser au maximum le grand public, et il y a des sessions holistiques qui sont quand même bien contrôlées pour la peur de la secte, hein, c'est compréhensible, mais aujourd'hui on peut le dire, l'hypnose n'est complètement pas dans ce cas, puisque l'hypnose et la médecine travaillent ensemble au final. Tout à fait. On voit de plus en plus de médecins anesthésistes qui utilisent l'hypnose. Hein, pour des opérations plus ou moins légères, ça va être utilisé. On voit aussi chez les dentistes, hein, pour gérer la peur, les angoisses, la douleur aussi, qui vont utiliser de plus en plus l'hypnose. Donc ça s'ouvre sur tout domaine, quoi. Même chez les infirmiers, pour des gens qui ont peur d'avoir des piqûres, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose, l'hypnose, qui peut aussi venir en amont, alors on a compris en amont, mais aussi en après par exemple opération, en après choc, traumatisme, c'est quelque chose qui peut marcher aussi? Exactement, ça permet de récupérer beaucoup plus vite. Aussi bien avant l'opération, ça permet de préparer une intervention, par exemple, hein, mais après l'intervention, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la récupération. Alors l'hypnose évolue, l'hypnose vit avec son temps, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le fait à la fois en présentiel, hein, comme ce que tu fais toujours depuis plus de 17 ans, si je dis pas de bêtises, c'est ça. mais il y a aussi le côté digital qui rentre en jeu, et l'hypnose peut aller sur le digital. D'ailleurs, tu en es le parfait exemple avec très prochainement des sessions d'hypnose en ligne, c'est ça? Explique-nous, parle-nous un petit peu de ce concept, de ce projet que tu as mis en place. Exactement, donc j'ai eu l'occasion de tester différentes séances en podcast, hein. Et aujourd'hui je me suis dit, ben moi je suis sur Saint-Étienne, je suis installé sur Saint-Étienne et j'ai un cabinet sur Roanne également, mais je voulais m'ouvrir à un nombre de personnes beaucoup plus important. Et c'est important que tout le monde puisse avoir accès à ces façons de prendre soin de soi, d'évoluer, ainsi de suite. Donc j'ai créé une série de podcasts qui permettent de travailler sur la gestion des émotions, hein, qui permet de travailler sur le poids. Prochainement, il y aura d'autres séries qui vont arriver, hein, pour avoir un catalogue plus complet. Un panel, et pour pouvoir aider les gens qui ont peut-être pas la chance de pouvoir se déplacer, ou peut-être une timidité, c'est vrai que des fois on n'ose pas toujours. On peut être timide, on n'ose pas. Il faut pas se cacher un coup d'une séance, c'est important aussi. Hein. L'avantage d'acheter un podcast, eh ben, on peut le regarder et le passer autant de fois qu'on veut. Donc un coût qui est beaucoup moindre. Ça a plus d'effet si on se le répète, si on le réécoute. C'est très important, c'est très important. Si on l'écoute qu'une fois et qu'on ne tient pas compte, ça a moins d'impact. Si on va l'écouter plusieurs fois, moi personnellement, je conseille de l'écouter au moins 21 fois. Alors, l'hypnose sur les gens, on a compris. Est-ce que tu pratiques encore l'auto-hypnose? Est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers dans ta vie de tous les jours, peut-être pour récupérer du sommeil, peut-être pour d'autres choses? Explique-moi. Moi, je vais le récupérer de temps en temps pour moi. Parce que l'auto-hypnose, c'est très pratique, hein, quand on a passé une mauvaise nuit, par exemple. Hein. Donc, si on a 5-10 minutes, eh ben, on se pose et ainsi de suite. Je vais m'en servir également pour des douleurs. Hein, une petite migraine ou une petite douleur à la jambe, par exemple. Je vais m'en servir à ce moment-là. Hein. Mais je peux m'en servir aussi sur un cas un peu plus concret, sur un projet que je veux mener ou sur une intervention que je dois faire. À ce moment-là, je vais me faire une petite préparation, hein, en auto-hypnose sur moi-même. Mais il faut pas se mentir, l'auto-hypnose, ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Hein. C'est beaucoup moins puissant et moins profond. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que plus on fait des séances comme ça d'hypnose pour sa vie quotidienne, pour sa vie courante ou pour des problèmes, plus le cerveau s'ouvre et devient réactif rapidement? C'est intéressant ce que tu dis comme question. Parce que moi, ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience de travail, c'est plus les personnes, je les revois, plus elles descendent rapidement en hypnose. Ouais. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un chemin qui se fait au niveau de l'inconscient. Et ce chemin-là, dès que vous revenez dessus, il est imprégné automatiquement. C'est comme quand tu vas te promener, par exemple, la première fois, tu connais pas le bois, tu traverses des machins, tu dis où je suis perdu, et puis tu y retournes une semaine après. Et là, tu vas dire, ah si, je suis passé par là, ainsi de suite. Et ben, c'est exactement la même chose. Plus je fais, plus j'emprunte quelque chose, et plus ça va vite. J'aimerais qu'on fasse une comparaison qui pour moi est importante et très parlante, c'est le codage en fait d'un ordinateur. Donc quand on a un disque dur, on vient mettre des programmes, des choses dessus. Certains programmes des fois sont polluants, on a du mal à les enlever. Est-ce que l'hypnothérapie c'est ça en fait? Est-ce que c'est reprogrammer des fois le cerveau qui a pu avoir des programmes néfastes, des pensées limitantes, des choses qui nous bloquent, alors qu'en fait on peut, en tout cas toi tu peux venir remettre des mises à jour plutôt positives? Alors depuis notre venue au monde, on a accumulé tout un
tas de schémas plus ou moins négatifs, hein, sans le vouloir, hein, et du coup on grandit avec ça. Aujourd'hui, l'hypnose, tu as parlé de choses de reprogrammer, c'est exactement ça, quoi. Hein. On fait un peu une reset usine comme avec une box, hein, on fait une remise à zéro, en fait, tout simplement, quoi, hein, au niveau du cerveau, et on va reprogrammer de nouvelles intentions. Alors une remise à zéro ciblée. Ciblée, tout à fait ciblée. Faut s'allumer encore à manger. Vraiment. Mais par contre, sur un problème, par exemple, de confiance en soi, exactement. On va travailler la problématique. La personne qui fait des crises d'angoisse, des crises de panique, on va travailler sur sa problématique-là. Hein, peut-être la crise d'angoisse ou la crise de panique, c'est lié à un événement précis. Donc on va travailler cet événement-là précis. Mais ça peut être lié à une conséquence d'événement. Donc on va travailler sur la conséquence d'événement. On vit dans une société beaucoup sur l'image, avec beaucoup de pression. Il faut, pour exister, il faut être, pour être, il faut gagner, etc. Enfin bon, des choses qui sont pas forcément communs à tous. T'as beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent non seulement pour les addictions, les pertes de poids, donc ça c'est le classique, mais qui viennent aussi parce que leur image elle est entaillée, parce qu'ils n'arrivent plus à se retrouver dans ce système, parce qu'ils se sentent noyés en fait, tout simplement. Alors, ils viennent pas tellement par rapport à leur image. Ils vont venir plutôt les démarches que je vois moi arriver en cabinet, c'est plus parce qu'ils sont un peu perdus. Ils savent plus trop où ils en sont. Ils arrivent à pas souvent on voit ça aux alentours des 40 ans. Ouais. Hein, les gens souvent ils se disent voilà, j'ai fait un job pendant tant d'années, aujourd'hui je me retrouve plus dedans. Ou leur vie sentimentale change. Hein, suite à un divorce, suite à une séparation, suite à un deuil. Donc il y a des événements dans la vie qui font que des fois on est perdu, on sait plus trop ce qu'on fait. Et là, à ce moment-là, on fait un travail pour permettre à la personne retrouver une voie, retrouver l'envie de vivre et de vivre surtout pour elle. Ouais, puis de passer ce palier qui peut être difficile et on le sait à quel point aujourd'hui c'est important d'être accompagné et il faut pas hésiter à le faire. Alors on parle de problèmes comme le perte de poids, comme tout ce qui est addiction, etc. Quand on parle de ça, on a l'impression de parler quand même d'un public de 35 à plus. Est-ce que tu as des gens qui sont en dessous de 35 ans, voire même des jeunes, des ados, des enfants? Est-ce que c'est des patients avec qui tu arrives à travailler? Alors, si on prend l'exemple de la perte de poids, ça correspond pratiquement à tout âge. La perte de poids, elle va commencer très jeune. Aujourd'hui, malheureusement, on est envahi par les fast-foods, la malbouffe, et ainsi de suite. Hein, souvent, les enfants, mais même les adultes, vont aimer le sucré, le gras, le salé, tout ce qui fait grossir, en fait, tout simplement. Quoi. Ouais, par facilité, des fois. En plus. Donc, je veux dire, on va travailler avec tout le monde. Donc, c'est un plus, l'hypnose, de permettre de pouvoir gérer son alimentation, son comportement alimentaire, parce que souvent, c'est des pulsions. Des compulsions qui vont faire qu'on va se jeter sur la nourriture ou autre chose. Donc ça permet l'hypnose de calmer tout ça et de comprendre aussi ces schémas de fonctionnement. Pourquoi j'ai besoin de ça? Alors justement, c'est des produits qu'on retrouve en ligne, justement, ces podcasts sur tout ce qui est poids, sur tout ce qui est addiction, c'est quelque chose qui te tenait à cœur et que tu as voulu mettre à la confiance en soi aussi, on l'a, je les ai vus. Exactement, l'angoisse, la confiance en soi. Hein. Je voulais parler d'un autre sujet qui frappe de plus en plus le système scolaire, notamment, c'est tous ces jeunes qui sont en phobie scolaire, en échec scolaire, ou qui ont du mal à aller à l'école, la boule au ventre, etc. L'hypnose peut faire quelque chose pour ces jeunes? L'hypnose peut les aider. Et c'est vrai qu'on constate depuis le Covid, beaucoup d'enfants ont développé des phobies scolaires. Alors, je sais pas d'où ça vient, si c'est le fait qu'ils sont restés chez eux pendant pas mal de temps et tout, mais beaucoup d'enfants sont concernés par ça. Ils ont des peurs d'aller à l'école, ils ont des peurs d'apprendre, ils ont plein de peurs. L'hypnose, aujourd'hui, ça peut les aider. Ça peut les aider en étant dans un cadre confortable où ils puissent s'exprimer pour poser leurs problématiques. Voilà ce que peut faire l'hypnose pour eux. Alors généralement, dans tout métier, on a toujours en face de nous des sceptiques, des gens qui trouvent peut-être des fois tous les arguments possibles, alors des fois pris sur le net, qui sont des fois faussés. Qu'est-ce que tu peux dire justement à ces gens sceptiques sur l'hypnose? Il y en a toujours eu des sceptiques et il y en aura toujours, mais quelque part c'est bien parce que ça permet de pas faire tout et n'importe quoi. Donc, par contre, l'hypnose, médicalement, c'est prouvé. Donc, qu'on soit sceptique ou pas, c'est quand même prouvé. On fait quand même des opérations sous hypnose, donc c'est quand même pas rien, quoi. En plus de ça, c'est un état naturel du corps. Comme je t'expliquais tout à l'heure l'exemple de la voiture, mais ça peut être, par exemple, on discute avec plusieurs personnes, et puis d'un coup, tu t'échappes dans tes pensées, tu reviens, t'as l'impression que tu t'es échappé 2 secondes, et tu sais plus où tu en es. Tu captes plus la conversation. Ben ça, c'est un état hypnotique. En fait, on fait quoi? On appuie juste sur ça, sur ces moments-là, pour les amplifier en hypnose, c'est ça. Mais moi, ce que j'encourage de faire à tous ces sceptiques, c'est une séance. Bah oui. Comme ça, au moins.
essayer, c'est approuver ou pas approuver, mais au moins ils Exactement, sauront mais au réellement. moins on sait Voilà. de quoi on parle. Carrément. Je suis tout à fait d'accord avec cet état d'esprit. Alors bon, là, on va aller un petit peu plus loin et je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse et auquel tu vas pouvoir me répondre et qui aura sûrement pas dans ces formations un peu à la volée. C'est le cerveau avec des fréquences, les hertz, ça c'est prouvé, hein, comme la musique. Tu peux nous parler un petit peu justement de cette cohésion entre les fréquences, les hertz et le cerveau. Je crois que tu t'en sers un petit peu, notamment avec la musique, je crois. Alors, il y a plusieurs ondes en fait. Hein. L'onde du sommeil, c'est l'onde delta. Hum. Hein, c'est l'état de phase du sommeil, c'est où là où on dort. Voilà, c'est du sommeil profond. Hein. C'est des bases de très basse fréquence, très très basse fréquence. En hypnose, on va travailler avec l'onde alpha. Ouais. C'est de la fréquence traditionnelle, on va dire. Hein. C'est cet état-là, cet état modifié de conscience. Il y a d'autres ondes. Hein. Il y a la theta, il y a la bêta et la gamma. En hypnose, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alpha. On va travailler là-dessus. Les hertz, hein, d'ailleurs, sur mes podcasts, je vais mettre en fond ce qu'on appelle des musiques avec les fréquences sacrées. Hein. Donc, et les hertz, ça permet de travailler différemment, d'envoyer des messages un peu subliminales, hein, parce que c'est pas ça qu'on entend dans toute la partie, mais derrière, ça envoie un message subliminal et ça va travailler sur quelque chose de précis au niveau de sa joie de vivre, au niveau de son ouverture d'esprit. Ça va travailler sur des choses très très pointues. C'est ça qui est génial en fait, c'est que le cerveau est à la fois émetteur et récepteur, c'est-à-dire qu'il va émettre des pensées, des choses, des paroles, enfin il va agir et émettre des fréquences, comme tu disais, les ondes θ, alpha et bêta, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et il y a également la fait de la réception de ces hertz, un peu comme les plantes en fait, on va récupérer avec la musique des fréquences qui vont permettre de travailler sur l'émotionnel et tout ça. Exactement, ça va amplifier. Hein, si on prend une séance, par exemple, sur l'angoisse, par exemple, si on écoute le podcast avec l'angoisse, et ben automatiquement derrière, il y a une fréquence avec les hertz, une fréquence sacrée avec les hertz, qui va amplifier cette écoute-là. Donc un résultat encore plus profond. L'hypnose est un outil. Tu as fait pas mal d'autres choses également à côté, plus holistiques peut-être. Est-ce que ça t'arrive des fois de te servir d'hypnose et de prendre d'autres outils? Donc il y a la PNL, mais est-ce qu'il y a d'autres outils dans lesquels tu peux te servir pour aider un peu plus ton patient? Alors, effectivement, moi je pense que tout thérapeute doit avoir une boîte à outils. Une caisse à outils, une boîte à outils, comment tu l'appelles, je ne sais pas. Mais c'est important d'avoir plusieurs outils, plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Hein. Moi, personnellement, j'ai un master en hypnose ericksonienne, mais j'ai un master aussi en PNL et en coaching. Déjà, c'est mes outils de base. Hein. Mais aussi, comme je te disais tout à l'heure en début, je travaille énormément au niveau énergétique. Je travaille avec l'harmonisation globale. C'est tous des outils qui vont concerner le corps, sur le corps. Parce que c'est important pour moi de travailler l'esprit et le corps également en même temps. On peut pas dissocier les deux. C'est important de faire les deux. Donc, c'est vrai que par rapport à une séance, par rapport à une problématique, je vais associer ce qui, pour moi, je semble mieux, qui va convenir à mon client. Parfait. Est-ce que c'est valorisant des fois d'arriver à avoir des personnes que tu as eues en séance qui te revoient peut-être quelques années après en te disant depuis que je suis venu, plus de cigarettes, depuis que je suis venu, plus d'alcool, plus de drogue dure, parce qu'on n'en a pas parlé, on va en parler juste après, mais les drogues dures, c'est compliqué tout seul. Ça t'arrive d'avoir des retours comme ça? Alors, on va pas se mentir, c'est très valorisant. Très honnêtement, c'est très valorisant. Hein. La dernière fois, j'avais été faire un test justement pour le Covid, et la personne, le médecin qui me fait le test, moi je l'avais pas reconnu, lui-même m'a reconnu, en me disant j'étais venu vous voir il y a 5 ans pour arrêter de fumer. Donc et depuis, il touchait plus aucune cigarette, donc c'est vrai que c'est valorisant. Et ça m'arrive assez souvent, quoi, de rencontrer des gens. Ah, vous m'avez aidé pour ça, vous m'avez aidé pour ci, et ainsi de suite, quoi. Oui. On a parlé de tabac, on a parlé de cigarettes. Ma dernière question, elle va se poser sur tout ce qui est ces drogues dures, donc cocaïne, voilà, LSD, même alcool que je vais mettre dans le lot. Ça marche pour ces gens qui sont des fois vraiment au fond du gouffre et qui n'ont même plus la force de céder à leur pulsion en fait. Alors l'hypnose, c'est pas une baguette magique. Ça va pas faire le travail à votre place. Ça, c'est automatique. Par contre, c'est une aide puissante. La personne qui a vraiment envie de s'en sortir, ça va l'aider. Hein. Le tabac, pour moi, c'est une drogue. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Le cannabis, moi, j'ai eu assez de résultats pour voir que ça fonctionne. C'est des séances où souvent une seule séance, ça suffit. De temps en temps, on rappelle une autre, mais souvent une seule séance, ça suffit. L'alcool, c'est des schémas qui sont différents. Il va falloir plusieurs séances parce qu'on ne boit pas sans raison.
Ouais. Hein, il y a souvent un problème de fond derrière qu'il va falloir aller traiter. Mais chaque problématique, on peut trouver une solution. Mais avant tout, si la personne n'a pas envie de s'en sortir, l'hypnose ne pourra pas faire grand-chose. Il faut vraiment avoir envie de passer cette étape-là, de sortir de ce piège infernal, parce que c'est un enfer. Les personnes qui sont plongées là-dedans vivent un enfer. Ah oui. Ils sont plus eux-mêmes, quoi. Quand vous avez une personne qui s'enfile une bouteille de vodka tous les jours, c'est pas une vie. C'est vraiment pas une vie. Et quand vous lui permettez d'arrêter de passer à autre chose, eh ben, elle est transformée, cette personne. Elle est transformée. Mais par contre, à la base, il voulait changer. Et c'est ça la différence. La volonté avant tout. L'envie, Et l'envie. l'envie, l'envie, la volonté, on l'a pas toujours, mais l'envie de vouloir dire, ok, j'en ai marre, je veux changer, je veux que ça s'arrête, je veux passer à autre chose, je veux arrêter de jeter mon argent comme ça par la fenêtre, quoi. Et ma santé en plus, quoi. Frédéric, aujourd'hui, on voit l'hypnose aussi arriver dans le milieu sportif, dans le milieu entrepreneurial, pour des gens qui en ont besoin. Alors, je pense que c'est très varié, hein, mais c'est surtout pour performer. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces milieux un petit peu? Est-ce que tu en côtoies déjà des sportifs et des entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de boost ou de déprogrammer pour reprogrammer? Je suis souvent des entrepreneurs, hein, pour permettre des fois, parce qu'ils sont un peu isolés, donc ça permet d'avoir une aide supplémentaire, hein. Mais c'est vrai que l'hypnose a fait peur pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, c'est prouver l'efficacité de l'hypnose. Et au niveau sportif, par exemple, hein, on s'est aperçu que l'hypnose permettait d'aller développer des résultats. Hein, au bout d'un moment, même l'entraînement ne suffisait plus. Et en se servant des visualisations mentales, par exemple, hein, ça permettait d'aller au-delà, de multiplier ses capacités. Au niveau entrepreneur, souvent c'est un métier où il faut avoir multicasquette. Souvent c'est un métier où on est isolé, hein, et entre son métier, sa vie de famille, sa vie amicale ou sociale, ça fait beaucoup de choses. Hein. Donc là aussi, ça permet de gérer au niveau tout ce qui est état de stress, ou gérer des émotions, ou gérer la confiance en soi, l'estime de soi pour pouvoir se positionner correctement. Donc dans les deux métiers, c'est exactement pareil, que ce soit au niveau des sportifs ou des entrepreneurs. L'hypnose est aujourd'hui est de plus en plus mise en valeur parce que ça permet de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Dernière question, alors là, elle m'est venue comme ça, mais il y a un grand mot à la mode, qui est une mode un peu terrible, hein, mais c'est le burn-out. Ouais. L'hypnose, ça peut aider? Ou en tout cas, avant que cet état de burn-out arrive, ou même après, peut-être? Alors, ça aide avant, ça aide pendant et ça aide après. Le burn-out aujourd'hui, c'est un peu un mot galvaudé, un peu, Oui, on c'est du l'emploie marketing. à toutes les Aujourd'hui, sauces, quoi. Hein. Un vrai burn-out, la personne est mal, elle est très mal, mais vraiment très très mal. Hein. Elle peut plus travailler, elle peut plus rien faire. Hein. Donc, mais l'hypnose, de toute façon, c'est une aide. Quoi qu'il arrive, c'est une aide. Hein. Mais il faut que la personne a la capacité d'aller chercher de l'aide. Et souvent, quand on est mal, comme quand on est dans les dépressions, qu'est-ce qui se passe? On reste isolé. Mais si on fait cette démarche-là, l'hypnose, c'est un outil magique, quoi. et on les aide sur de la confiance en soi, sur... On va les aider sur recentrer tout le mal-être. Parce que souvent, il y a eu un événement dans leur vie qui s'est passé. Si on prend le burn-out, par exemple, souvent, il y a eu une pression au travail, il y a eu un objectif qui n'a pas été tenu, un engueulade avec la direction, une accumulation de tout un tas de trucs qui fait que petit à petit, ça augmente, et puis la personne, au bout d'un moment, elle voit plus le bout du tunnel, elle est coincée. Et là, on va permettre, avec l'hypnose, de décortiquer chaque problématique, de prendre du recul par rapport à ça, de travailler la confiance en soi, mais surtout l'estime de soi, parce que souvent, les gens, leur estime est vraiment très très bas. Donc, on va travailler sur l'estime de soi. On va travailler sur les angoisses, que les gens, du coup, ils développent des peurs, ils développent des phobies. Donc, on va travailler également là-dessus, pour remonter la personne, pour lui permettre d'aller et reprendre sa vie, quoi, d'être... comment dire, d'être responsable de sa vie. Oui, parce que le burn-out, on le rappelle, hein, comme beaucoup de choses, l'addiction haute, ça touche non seulement la personne, mais ça va toucher aussi tout le cercle qui est autour de cette personne. Automatiquement, vous savez, chaque problématique qu'on peut avoir, il y a la personne qui le vit qui est difficile, mais tout l'entourage est difficile. Si on prend une personne qui est jalouse, par exemple, qui a un problème de jalousie, eh ben, elle le vit très mal, c'est très difficile. Mais son conjoint ou sa conjointe, c'est horrible, c'est invivable aussi. Donc l'entourage, automatiquement, en subit les séquelles. Donc d'où l'importance de travailler sur soi. Et d'être aidé, et accompagné. Exactement. Merci Fred, c'était top.